Folie pure hier soir à New York, après Carlos Alcaraz, c'est Novak Djokovic qui se fait éliminer en 4-7 par Alexei Popyrin au 3e tour de l'US Open. Le grand chelem américain est impitoyable. Le dernier joueur qui a réussi à conserver son titre, c'est tout simplement Roger Federer en plein prime en 2008. Encore une nuit paranormale à l'US Open. Avant de la détailler, si tu veux soutenir la chaîne, si tu veux soutenir cette vidéo, si tu veux la pousser dans l'algorithme et que plus de personnes puissent accéder à Service Volé, n'hésite pas à pousser. La vidéo, c'est super important pour l'algorithme et pour la santé de la chaîne. On va parler de tactique et de technique d'ici quelques minutes, mais d'abord balayons ce qui s'est passé lors de cette rencontre avec quelques impressions générales. Et commençons avec Alexei Popyrin. Le match qu'il a sorti, le frérot. Un match Soderlingesque, si je peux me permettre. On a vu parfois un petit peu de Robin Soderling, vraiment dans sa raquette avec ses frappes tétanisantes en coup droit, son énorme levier, son énorme allonge, très impressionnant. 1m96 Alexei Popyrin, gros service, gros coup droit. Mais pas que. J'ai pas envie de le résumer simplement à ça, on l'a vu au niveau des passings, au niveau de la volée, le jeu vers l'avant, le revers également qui a été tétanisant hier soir, donc il a fait une performance totale, vraiment très impressionnante, à part dans le 3e set où il a un tout petit peu perdu son service. C'était d'ailleurs le 3e affrontement entre les deux hommes en grand chelem cette saison, ils sont habitués à s'affronter. Popyrin n'avait pas été ridicule à l'Australian et à Wimbledon, mais Novak avait quand même remporté ces matchs avec, on va dire, une maîtrise globale. Mais là, on sent qu'Alexei Popyrin, il a passé un step avec cette victoire à Montréal, avec la confiance qu'il a accumulée, et son langage corporel était absolument terrifiant sur l'ensemble de la partie, et je trouve que tennistiquement, il a été irréprochable. Pour Novak, c'est pas exactement la même limonade, service aux fraises, commençons par ça, hein. Ça a été vraiment le pan de son jeu qu'il a abandonné sur cette US Open, sur les 3 premiers tours, beaucoup de doubles fautes. Un manque de confiance sur ce coup, un manque de timing, il a essayé de trouver des solutions sans jamais vraiment parvenir à trouver la clé. C'était aussi l'intérêt d'avoir Goran Ivanisevic dans ton clan depuis 2018, pour Novak. Il y a ça aussi. Il s'en est débarrassé entre Indian Wells et Miami cette saison, et ce coup, disons-le, hein, il a été totalement détraqué sur ce tournoi, et je pense vraiment qu'une aide technique aurait pu être précieuse. Je me demande si Novak a conservé dans son équipe quelqu'un qui peut l'aiguiller comme ça précisément sur le geste, le lancer, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça foire au niveau de sa technique. Voilà, il y a eu un manque de clairvoyance, je trouve, là-dessus, et il paye peut-être un petit peu sur ce tournoi, même si c'est pas la raison intégrale de cette défaite. Il paye, je pense, ses choix de staff et le fait de s'être libéré comme ça de son équipe qui avait très bien fonctionné ces dernières années. Alors, rentrons également dans le vif du sujet. Novak l'a d'ailleurs confirmé en conférence de presse, il était cuit, tout simplement cramé, quoi, mentalement, physiquement. Il n'y avait pas les ressources nécessaires pour aller retourner un Alexei Popyrin qui était en feu hier soir. Tous les efforts fournis pour aller choper cette médaille d'or au nez et à la barbe de Carlos Alcaraz, ça a été trop difficile ensuite d'enchaîner simplement 3 semaines après ce grand titre. En plus, les JO, on se rappelle, hein, la frayeur au genou contre Tsitsipas, le niveau fou, absurde en finale contre Carlos Alcaraz, le meilleur match de sa saison et de très très loin par rapport au reste de ce qu'il a pu proposer sur cette saison 2024. Et la réalité aussi pour lui, c'est qu'il avait accompli l'objectif de sa saison en remportant ces Jeux Olympiques, mais aussi peut-être en fait accompli l'objectif de la fin de sa carrière, de toute sa carrière. Il a dit que c'était le titre le plus important de sa carrière. 24 grands chelems, 25 grands chelems, s'il avait remporté cette US Open, évidemment, il avait envie, je pense, au fond de lui-même, mais qu'est-ce que ça change en fait? Est-ce que ça change vraiment l'histoire de Novak? Est-ce que ça change la perception qu'on aurait de lui? Est-ce que ça change sa place dans l'histoire moderne du tennis? Je pense pas. Je pense que c'était un titre bonus, et pour Novak, il faut des objectifs, il faut les verbaliser, il faut vraiment les identifier précisément. C'est pour ça aussi qu'il a réussi à se remettre dans l'axe pendant les Jeux Olympiques, alors qu'on l'avait vu par exemple avant Roland-Garros à Genève. J'avais regardé ce tournoi attentivement, il était complètement à côté de ses pompes. On a donc assisté assez logiquement à une décompression post-Jeux Olympiques pour Novak Djokovic. C'était simplement 3 semaines après la finale des JO, difficile après les célébrations à gogo de pouvoir se remettre dedans. Mais revenons, je pense, d'une manière plus globale sur ces grands chelems cette saison, et il a rarement fait très forte impression, quasiment jamais en réalité, et surtout physiquement en fait. Physiquement, au niveau du punch, au niveau de la continuité, je trouve maintenant que c'est un format qui est plus compliqué pour lui. On le voit, on rappelle rapidement, mais à l'Open d'Australie, il se fait broyer physiquement par Yannick Sinner en demi-finale. À Roland-Garros, il sort un match titanesque contre Lorenzo Musetti, il enchaîne sur Cerundolo, il se pète le genou. Ensuite à Wimbledon, il arrive à avancer en finale avec un tableau relativement à son aise. Au métier, il arrive en finale, mais il est toujours en rémission et il se fait exploser en deux par Carlitos. Et là c'est pareil, à l'US Open, il a jamais vraiment, depuis le début du tournoi jusqu'à ce 3e tour, laissé une impression
de maîtrise. Et ce qu'il faut noter pour lui désormais, c'est que le prochain Grand Chelem, c'est dans 4 mois et demi. C'est une éternité pour un joueur de son âge. Il aura 37 ans bien tassé au début 2025 quand il sera à l'Australian. Alors j'étais sûr, après l'Open d'Australie 2024, je le sentais, je l'avais vraiment au fond de moi ce truc. Je pensais qu'il avait encore un grand titre dans la raquette. Il a remporté les Jeux Olympiques. Mais est-ce qu'il a, et là c'est vraiment mon interrogation ce matin, est-ce qu'il a encore, à votre avis, un Grand Chelem dans la raquette? Est-ce qu'il peut aller au bout d'un tournoi comme ça, 7 matchs, en 3-7 gagnants, avec la composante physique, avec la composante de motivation aussi pour lui, vu qu'il a tout acquis au niveau des records? On rappelle aussi, c'est important, depuis 2011, seules 2 saisons ont été accomplies de la part de Djokovic sans remporter de majeur. La première, c'était en 2017, avec ses problèmes de coude, qu'il avait énormément gêné, et là, 2024, on sent quand même que c'est une année importante, charnière dans la fin de la carrière de Novak Djokovic, avec une certaine idée quand même de déclin, même si c'est pas un déclin abrupt. Il a encore montré qu'il était très performant, et il était encore l'un des favoris de cette US Open 2024, mais quand même, on sent que sa carrière est en train tout doucement d'aller vers un crépuscule, et c'est pour ça aussi qu'il faut profiter de ce joueur. Allez, on bascule sur l'analyse tactique, et en amont de cette rencontre, on devait observer une chose en priorité, c'était le service de Novak Djokovic. Quand il se présente sur le court dans la nuit hier soir, il est à 11 aces, 18 doubles fautes depuis le début du tournoi. Il est à 47% de première simplement, donc c'est vraiment le secteur de son jeu qu'on va observer en priorité. Mais vous allez le voir, la défaite de Djokovic ne s'explique pas simplement par son service, elle s'explique par différents facteurs, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir les identifier. D'abord, pour moi, et je l'ai remarqué assez vite, c'est une lourdeur dans les reprises d'appui, et surtout côté revers. On l'a vu en difficulté sur les contre-pieds, ça aussi, Popyrin, il l'a bien vu, il a bien utilisé cette relative lourdeur. Le premier jeu pivot de la partie est le 6e de ce premier set. Nous avons 4 balles de break pour Novak Djokovic qui retourne excellemment bien, je trouve, sur ce jeu. Ça n'a pas été un thème global d'ailleurs sur la partie, et il est à 0 sur 5 sur les balles de break lors de la première manche. Alors Popyrin va écarter certaines balles de break avec d'énormes premières balles, mais là je trouve qu'il y a mieux à faire. On a un Novak qui adore cette position, un petit peu en décalage comme ça, sur son coup droit, un peu loin. Il va pouvoir enrouler une frappe extrêmement forte en contre. C'était d'ailleurs l'une des clés qui lui avait permis de remporter l'or il y a quelques semaines à Paris. Et là, très étonnant, ça va être un coup droit mollasson, franchement, quasiment sans vie, qui va permettre à Popyrin de se replacer. Alors que là, vous voyez, Poppy, il n'est pas forcément dans une situation parfaite. Le point va s'engager, et Djokovic qui va le terminer avec une amortie Baduf. Dans ce match, on va aussi comprendre assez vite qu'il y a un delta physique entre les deux hommes. Popyrin qui est particulièrement saignant. Là, on a un schéma que Novak peut utiliser de temps en temps, c'est un 1-2 amorti. Et là, on va avoir une course mais ultra saignante de la part de Poppy avec un contre amorti, hop, ici dans la diago, très bien joué. Et sur ce 9e jeu, un jeu pivot sur la fin de la première manche, Popyrin qui va sortir les missiles sol-sol, les petites bananes flambées au retour de service. Il va être méga impactant avec son coup droit. Là, par exemple, un retour dans les yep sur Novak Djokovic qui, hop, va remettre une petite balle comme ça, et paf, on enchaîne dans un deuxième temps. Incroyable. L'Australien qui va parachever son œuvre dans cette première manche avec une belle présence au filet, je trouve. 10 sur 13, magnifique service volé ici, volé basse, croisé en revers, et à contrario, Novak au filet, ça n'a pas trop été ça. Et tandis que les doubles fautes n'avaient pas encore commencé à se manifester lors de la première manche, à partir de la deuxième, elles vont totalement pleuvoir. 13 doubles fautes au total sur la fin de la rencontre. Ça a été horrible pour lui. Alors il a tenté différentes stratégies, il a essayé de pousser la balle, il a essayé également de faire des deuxièmes balles à la Daniil en les frappant le plus fort possible. On rappelle également sa perf contre Popyrin à l'Australian en début de saison, il était à 82% derrière sa première. Hier soir, entre guillemets, simplement à 71. Et c'est amusant d'ailleurs parce que si on regarde le match du début à la fin, en fait les deux hommes ont le même pourcentage de première, ils sont assez proches aussi au niveau de la réussite derrière leur première balle, mais c'est la manière dont ça s'est manifesté, la manière aussi où ils ont su enclencher des +1 et la pluie de double pour Novak qui a été assez problématique. Aussi, je trouve, un manque de tenue sur beaucoup de balles, des fautes grossières. Il est à 40 coups gagnants, 49 fautes directes. Là par exemple, il se relève beaucoup trop tôt, donc on sent il y a un manque de densité physique quand même dans sa perf. Ce physique, cette puissance va se manifester également lors de ce break dans le 5e jeu de la deuxième manche avec ce delta, hein, cette puissance qu'impose Popyrin avec son coup droit. Le coup droit de Novak, c'est ce qu'il a porté à partir de 2023, en début de saison, quand il remporte le titre à l'Australian. Là, il n'y avait pas de punch. Et ce manque d'effort, ce manque de gainage, ce manque de force, il s'est manifesté sur les coups qui en réclament le plus
les défenses en extension, les défenses tentaculaires, mais aussi à la volée, avec un manque de tenue sur certaines volées en extension. Une fois que Popyrin réalise le break dans la deuxième manche, Novak il va pas être transcendant, je trouve, sur 3 jeux de retour consécutifs. Un jeu blanc, un jeu à 15, un autre à égalité, mais globalement, Popyrin qui a très bien déjoué les positions de retour de Novak. Ici, par exemple, on sent qu'il couvre quand même un petit peu plus le T. Hop, on va servir externe et on s'engage sur un service volé. On arrive sur le début de la troisième manche et là, c'est déjà alerte rouge pour Novak Djokovic qui n'a plus aucun joker lors de cette partie. Et heureusement pour lui, Popyrin qui va baisser au niveau de son service avec 5 secondes balles sur 6 points lors de ce jeu. Il est à 42% simplement lors de la troisième manche, il est à 27% derrière sa seconde. Donc on a un Novak qui est beaucoup plus saignant sur ses retours et notamment derrière la deuxième balle de Popyrin, mais encore une fois, ces démons qui ressurgissent, 2 doubles fautes consécutives, inaugurales même, lors de ce jeu pour confirmer son break. Il va se faire débreaker. Néanmoins, Djokovic qui va réussir à trouver un certain relâchement, et vous observez sur ce troisième set le relâchement du haut du corps. Quand il se relâche bien au niveau du haut du corps, qu'il est fluide, qu'il est laxe, il est particulièrement dangereux. Et Popyrin, à contrario, qui va commencer à arroser sévèrement, 18 fautes directes sur la troisième manche. Alors ok, on a parlé stratégie, on a parlé service, mais un autre point fondamental lors de cette partie, c'est que Novak Djokovic a très mal joué les points importants. Il est à 1 sur 8 au niveau des balles de break lors de la quatrième manche. Ça a été vraiment le point central, névralgique de cette performance. Et surtout, là par exemple, on a une deuxième balle de break pour Novak, c'est un point qui est super important, et on a un retour un petit peu tendre. Alors forcément, Popyrin, il s'engage, et encore une fois, dans le contre-pied. Djokovic, ce monstre protéiforme qui va quand même essayer de trouver des solutions. Alors il va essayer de monter à la volée par exemple, mais il est simplement à 19 sur 40 parce qu'il va monter pas toujours dans de bonnes conditions. Et puis il faut le dire, Popyrin qui a sorti des passings extraordinaires. On arrive dans le 5e jeu de la quatrième manche et ça va être l'écœurance tout simplement de Alexei Popyrin avec des revers mais extraordinaires, fantastiques vraiment, en termes de puissance, en termes de déplacement. On sent son assise sur le court qui est démoniaque vraiment. Donc là on a un magnifique contre, on va avoir du passing aussi à gogo et on voit, on ferme les yeux, on écoute et on se dit mais c'est Robin Soderling ou Alexei Popyrin? Popyrin lors de ce jeu qui va évoluer en Super Saiyan, c'est Sangoku sur le court. Regardez là, il lance une boule de feu après un coup droit dantesque dans cette diagonale, après avoir surtout bien travaillé Novak à base de slice. Il attend, il identifie la bonne balle avant d'y aller. Novak qui va se procurer 2 balles de débreak juste après. Là aussi c'est un moment charnière, je pense que si Novak, un bon Novak débreak là, possiblement ça peut quand même le faire, il peut remporter le 4e set, et ensuite dans la tronche Popyrin dans un 5e ça peut être difficile, mais tout ce qu'il a montré depuis le début de la partie, ça transpire la fébrilité. On va avoir un gros passing de la part de Popyrin, et là un énorme service externe, 2 d'ailleurs consécutifs côté avantage pour faire la diff. Et le dernier clou dans le cercueil de Novak, c'est sur le jeu suivant avec un double break pour Popyrin. Il va se faire débreaker une fois, mais il aura ce break de secours pour pouvoir terminer la rencontre. Là t'as pas le droit Novak, t'as pas le droit. Point pour remporter le jeu, 4e double faute dans cette position, dans le même jeu. Ça a été le pan de son jeu qui l'a détruit complètement. Parce que c'est ça le génie de Novak sur la dernière partie, c'est d'avoir su développer cette arme du service, d'avoir pu s'économiser sur certains points et lui permettre de pouvoir identifier précisément les points où il devait défendre, les points où il pouvait accélérer. Mais malheureusement pour lui, sans ce service de haute qualité, tout son jeu s'est effondré. On se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la descro, le lien habituel jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de paris sportif de la Leyenda. Offre exclusivement réservée aux 18 ans et plus, pariez simplement, j'insiste, simplement des sommes que vous pouvez perdre. Alors le tournoi est déplumé depuis l'élimination d'Alcaraz et de Novak Djokovic, il reste quand même en grand favori Sinner et Zverev, et du coup ce soir on a quelques matchs plutôt sympatoches. Moi le Marac à 1,56, même si c'est un gars qui peut avoir des perfs sinusoïdales et mentalement c'est pas non plus un monstre, mais je trouve que la cote elle est particulièrement séduisante. VDZ, le match d'après, qui est coté à 4,30, donc qui n'est pas respecté par les books. Les books pensent que c'était juste un one-shot. On peut quand même imaginer un petit set dans l'escarcelle de notre charismatique VDZ. J'ai du mal à imaginer Medvedev ou Alex de Minaur se faire surprendre ce soir. Par contre, le Nuno Borges Jakub Mensik, ça peut être très sympa. J'ai vraiment quand même envie de partir sur Borges qui est d'une solidité implacable. Est-ce que Mensik va réussir à enchaîner? Ça aussi c'est un match important pour lui. Ce serait une victoire fondatrice quand même pour Mensik après la remontada de fou contre School Kate. Et Borges, c'est d'une solidité implacable. Est-ce que Mensik, il a encore dans la tête, dans le cœur, dans le physique, ce jus pour aller remporter un 3e match?
J'ai un micro-doute. C'est tout pour aujourd'hui mon très cher Goth, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la pousser, la partager, la commenter, t'abonner également pour aller faire exploser ce cap des 40 000 abonnés. Et on se retrouve très vite. Bisous.